Donc, bonsoir à tous. 18h30, on va commencer ce conseil. Donc, je propose de nommer Gilbert Badette comme secrétaire de séance. Pas d'objection. Donc, pour les présents et surtout ceux qui ont donné pouvoir, donc Guy Ponce a donné pouvoir à Arnaud Bourdins, Corentin Darmanté à Olasque Annabelle, Marie-France Delest à Christine Cassagne, Chloé Andueza à Pierre Constant, Thierry Coll à Sophie Weber. Et voilà pour les pour. Donc, je vous propose par rapport au procès-verbal de la séance du 8 juillet dernier, est-ce que vous avez des questions ou des choses à formuler par rapport à ce procès-verbal? Non. Donc, je vous propose de l'adopter, qui est pour son adoption. Merci. Donc, le point sur les décisions prises à partir du 2 juillet jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Ça concerne beaucoup des locations et des mises à disposition de logements pour les saisonniers, notamment. Si vous avez pu regarder, ça concerne les travaux, les différents travaux qui sont en cours. Les principales décisions sont celles-ci. Donc, si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. Non. Donc, on va passer à l'ordre du jour. Et pour l'ordre du jour, compte tenu d'une erreur sur le point 6, sur les finances et sur la décision modificative, parce qu'il nous manque quelques éléments, notamment quand on demande de procéder à la réimputation de certaines opérations. Il manque quelques chiffres, donc ça sera proposé à l'autre conseil, où ça sera une décision modificative du coup un peu plus large, parce qu'il y aura d'autres choses à faire passer. Et donc je propose d'enlever ce point 6 de l'ordre du jour. Et donc je vous propose maintenant d'attaquer le point 1 qui concerne les ressources humaines, et je vais donner la parole à Florence Pouille-de-Basque. Bonsoir. Dans le cadre de la mutation du conseiller de prévention au 1er juin 2025 et suite au recrutement d'un agent contractuel pour assurer les fonctions, il convient de créer un poste de technicien principal de seconde classe à temps complet à compter du 1er octobre 2025. Considérant que les besoins du service ressources humaines prévention de la commune de Mimizan justifient la création d'un emploi de catégorie B au grade de technicien principal de deuxième classe à temps complet, il est proposé au conseil municipal de créer un emploi permanent de technicien principal de deuxième classe à temps complet, de modifier en conséquence le tableau des effectifs, d'autoriser monsieur le maire à procéder aux formalités de recrutement, d'inscrire les crédits au budget de la commune. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc la personne a effectivement commencé, et bien commencé. Il y a une personne dynamique qui fait avancer cette problématique des documents uniques et tout ce qui est prévention et sécurité sur la collectivité, sur les deux collectivités, parce qu'elle est mutualisée aussi avec la communauté de communes. Donc je vous propose de passer au vote et de créer cet emploi. Vous êtes pour? Merci. Point 2, protection sociale complémentaire. Donc c'est le risque santé. Je laisse la parole à Yves Servetot. Ah, c'est moi, pardon. C'est une surprise. Donc c'est une surprise, merci. Donc vous savez que les collectivités, depuis l'ordonnance et le décret du 20 avril 2022, ont défini la participation employeur sur les financements des garanties de protection sociale complémentaire, que ce soit la prévoyance ou la santé. Donc là, c'est sur la santé. Donc pour les agents fonctionnaires et contractuels de droit public et de droit privé. Donc le centre, on avait voté pour que et mandaté le centre de gestion pour lancer une procédure de mise en concurrence mutualisée sans
s'engager à signer par la suite la convention. Donc le centre de gestion a retenu la mutuelle nationale territoriale, qu'on appelle souvent MNT, pour le 1er janvier 2026 et sur une durée de 6 ans. Donc on doit matérialiser par une délibération le fait de conventionner avec le centre de gestion et le MNT. Donc les tarifs vous ont été proposés, donc ça a été débattu bien sûr en CST avec les représentants du personnel. Il y a eu unanimité pour aller vers la convention. Donc là, vous avez plusieurs niveaux qui sont proposés par la MNT de couverture. Hein. Donc tout le monde peut trouver la couverture de son choix. Donc là, cette première délibération, c'est de conventionner et d'adopter la proposition de convention qui est proposée par le centre de gestion et la MNT, et donc de m'autoriser à signer tous les documents ici référents. Donc ça, c'est la première délibération. Et celle qui va suivre, j'enchaîne parce qu'on va voter. L'autre, c'est la collectivité doit sur ces mutuelles santé, elle doit participer à hauteur minimum de 15 €. Et donc la proposition, après discussion avec le personnel, ce qui a été proposé et qui a été retenu en CST, en comité social territorial, de participer à hauteur de 30 €. Voilà, pour tous les agents. Donc je vous propose de passer au vote, d'abord s'il y a des questions. Donc ça va couvrir, et sachant que jusqu'à présent, on avait 2 choix pour pouvoir financer les agents. C'était soit un contrat lié à une convention, donc un marché, ou soit une labellisation d'une mutuelle. Il fallait que la mutuelle soit labellisée. C'était les 2 conditions, soit l'une, soit l'autre. Le fait de choisir la convention, tout le monde devra aller à la convention. L'autre option, c'était la labellisation, mais qui proposait des propositions moins intéressantes pour les agents. Et après, les agents allaient sur la mutuelle de leur choix, mais qui était labellisée, sachant que les labellisations, d'ici quelques années, ça n'existera plus. Et la collectivité devrait, parce que ça va être le principe dans l'avenir, ça va être des conventions, comme ça peut se faire dans le secteur privé. Voilà les quelques précisions supplémentaires. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non. Donc je vous propose d'adopter la proposition de participer à cette convention avec le centre de gestion à la MNT. Donc qui est pour? Merci. Donc la troisième délibération, c'est d'adopter la participation à hauteur de 30 € pour l'ensemble des agents. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette participation? Donc on fait un effort supplémentaire. Il y a d'autres collectivités qui délibèrent au minima, 15 €. Nous, après négociation avec les agents. Et on considère aussi que c'est important de pouvoir sécuriser nos agents. Donc on propose de partir sur 30 €. Donc bien sûr, avec les simulations financières qui avaient été aussi réalisées. Et aussi, on a capé à 30 € parce qu'on ne pouvait pas non plus aller trop au-delà. Et ce qu'a entendu nos agents. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour la participation de 30 €? Merci. Donc, le point 4, donc là, ça va être M. Yves Servetot, c'est le compte personnel de formation. Donc, délibération 4, compte personnel de formation. Donc, vous savez que dans nos collectivités territoriales, parmi les différents dispositifs de formation, des textes sont venus aménager ou préciser un petit peu le droit au compte personnel de formation. Donc, après un groupe de travail avec les représentants du personnel, avec les chefs de service, avec la direction et les services RH, a été mis en place et réfléchi donc cette proposition de délibération ce soir, qui a reçu donc un avis favorable du CST qui s'est réuni le 1er octobre dernier.
Donc le compte personnel de formation, il permet à l'agent de suivre des formations qualifiantes et de développer des compétences dans le cadre d'un projet d'évolution professionnelle. Ce CPF se substitue au droit individuel à la formation, c'est-à-dire le DIF, et les droits au titre du DIF sont transférés sur le CPF. L'agent acquiert des heures sur son CPF qu'il peut utiliser à son initiative et sous réserve de l'accord de son administration afin de suivre des actions de formation. Le CPF bénéficie à l'ensemble des agents publics et a pour objectif de permettre à l'agent d'accéder par une formation à une qualification et de développer ses compétences dans le cadre d'un projet d'évolution professionnelle, future mobilité, reconversion professionnelle. Et donc ça répond tout à fait aux missions de service public et aussi à l'évolution des carrières de nos agents. Les modalités proposées sont donc la prise en charge financière des frais de formation par la collectivité. La prise en charge des frais pédagogiques est possible sur la formation souhaitée par l'agent et elle est payante dans la limite des frais engagés. Il est fait application d'un plafond horaire de prise en charge de 15 € par heure de CPF mobilisé dans la limite de 2 000 €. La prise en charge des frais occasionnés par les déplacements des agents est fixée dans la limite de 500 € par action de formation. Les frais occasionnés comprennent les frais de déplacement, les frais de péage et de parking, les frais de repas, les frais d'hébergement. Cette prise en charge s'effectue sur production des justificatifs de repas, déplacements, billets, etc., dans la limite des remboursements réglementaires. Ensuite, il y a une période d'instruction des dossiers. Donc les agents présentent leur dossier entre le 1er et le 30 avril ou entre le 1er et le 30 septembre chaque année. Ils sont instruits donc par les services avec l'avis des chefs de service et des représentants du personnel. Ensuite, il y a un formalisme obligatoire. L'agent qui souhaite mobiliser son CPF doit adresser une demande écrite à l'autorité territoriale durant la période de campagne d'instruction souhaitée. Cette demande précise les éléments qui sont décrits ci-dessous. Et donc, sur avis du comité social territorial du 1er octobre, il vous est proposé d'adopter les modalités de mise en œuvre du compte personnel de formation, telles que proposées, et d'inscrire au budget les crédits correspondants. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? C'est important pour les agents, la formation. Alors c'est un peu différent du privé, parce que dans le privé, c'est des montants qui sont alloués chaque année. Nous, c'est des heures qui sont après retranscrites en euros. Pas de questions? Donc, je vous propose d'adopter les modalités de mise en œuvre du compte de formation. Merci. Donc, le point 5, le règlement de formation, Yves? Alors, le règlement de formation, il va nous permettre un petit peu de bien mesurer ce que sont dans la collectivité les différents dispositifs de formation qui sont proposés aux agents, puisque vous savez que la formation professionnelle, c'est tout au long de la vie. Ça favorise le développement professionnel et personnel des agents, ça facilite leur parcours professionnel, leur mobilité et leur promotion, ainsi que l'accès aux différents niveaux de qualification professionnelle. Donc vous a été joint en annexe un règlement. Si je reprends ce projet de règlement, bien entendu, il s'appuie sur les textes réglementaires qui sont les lois de la fonction publique territoriale de 83 et 84, toute une série de textes qui ont paru depuis ces années-là, et les derniers, notamment en janvier 2017 ou en mai 2017, qui ont pris en compte le compte personnel de formation. Alors, au niveau de la formation, il y a différents acteurs qui interviennent, bien entendu les élus, que ce soit les assemblées délibérantes, ici à la commune ou à la communauté de communes. Bien entendu, ce sont le service des ressources humaines et la direction générale, puisque est en place dans notre collectivité un organigramme des services que nous avons validé et qui a été présenté et travaillé avec l'ensemble des agents. Cet organigramme des services, bien entendu, il permet, en s'appuyant sur les chefs de service et sur les agents, d'accomplir les missions de service public de la collectivité, et puis de répondre aussi à des attentes en matière de formation, en matière de parcours professionnel, que ce soit la préparation d'examens, que ce soit des préparations de concours, et puis aussi à certains moments de la vie de pouvoir se requalifier ou être reclassé sur d'autres postes à cause d'aléas de la vie ou parce qu'on veut changer de mission dans la fonction publique territoriale. Bien entendu, ce règlement de formation, il va s'appuyer sur le comité social territorial
qui est donc ici à la ville de Mimizan un choix de paritarisme, c'est-à-dire que c'est aussi bien les représentants du personnel que les élus qui sont autour de la table. Il y a bien entendu une commission administrative paritaire, ici elle est au centre de gestion. On s'appuie aussi dans ce règlement de formation sur les outils proposés par le Centre national de la fonction publique territoriale, mais aussi par le centre de gestion des Landes, mais aussi différents formateurs internes ou tuteurs. Alors, parmi les différents outils, il est précisé dans ce règlement que est mis en place aussi un plan de formation. Donc, actuellement, nous retravaillons avec la direction générale et avec les services à retravailler ce plan de formation pour l'ensemble des agents, quelles que soient les filières auxquelles appartiennent les agents administratifs et techniques, etc., quelles que soient les catégories, C, B ou A, et ça permet en même temps de les accompagner dans différents parcours de formation. Alors, il y a des formations dans ce règlement qui sont précisées. Il y a tout d'abord des formations obligatoires. Parce que je suis sur une catégorie C, j'ai un parcours d'intégration de 5 jours où on va m'apprendre l'environnement territorial, mais aussi le métier sur lequel je suis. Sur les catégories B, il y a aussi 10 jours de formation obligatoire où là, on va travailler l'accompagnement des équipes sur le terrain, la sécurité au travail et puis les premiers aspects du management. Et puis les catégories A aussi ont un parcours d'intégration. Donc ça, ce sont les formations obligatoires. Ensuite, on a des formations de professionnalisation. Elles permettent à l'agent ou à la collectivité de mieux se former pour répondre aux attentes des différents métiers, puisque je vous rappelle que dans notre fonction publique, on a un peu plus de 150 métiers. Et ici, sur tous les services que nous avons sur la ville de Mimizan, c'est vrai que nous avons beaucoup de métiers représentés sur l'accompagnement des personnes, sur les services techniques. La sécurité au travail est très présente avec nombre de CACES, nombre d'habilitations ou des taux d'encadrement qui sont exigés pour les services que l'on rend à la population. Et puis après, il y a différents dispositifs, dont le CPF. Donc ce règlement de formation, il reprend tous ces éléments. C'est un outil à la fois pour les chefs de service, pour les agents, et donc on peut s'y appuyer dessus. On y détaille les temps de formation auxquels on a droit sur l'année. Sont précisées aussi les prises en charge financières. Bien entendu, la formation, c'est sur le temps d'activité. Et ensuite, il y a différentes possibilités, même pour faire des bilans de compétences, des mises à jour de ces différentes formations. Donc ce règlement, aujourd'hui, qui vous est proposé, nous permet d'avoir un document qui va nous permettre d'avancer encore beaucoup plus sur la formation à la ville de Mimizan. Juste pour rappel, l'année 2024, elle nous permet de nous dire que nous avons réalisé sur la commune un peu plus de 39% de nos agents qui ont suivi des formations. C'est un peu plus de 185 à 190 jours de formation. 8% sur les catégories A, 5% sur les catégories B et 86% de catégories C ont bénéficié de formations. Après, les formations, elles ont différentes thématiques. Ça peut être l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux. Ça peut être l'éducation, l'accompagnement éducatif sur la petite enfance. Ça peut être de la prévention et de la sécurité publique. Ça peut être les politiques d'éducation et d'animation pour la jeunesse, la prévention des risques professionnels, la santé, la sécurité, les conditions de travail et la transition ou les orientations professionnelles. Et bien entendu, ces formations s'inscrivent aussi avec toujours un petit œil sur notre agenda 21, qui est notre feuille de route de la collectivité. Voilà, monsieur le maire. Merci Yves pour cette présentation exhaustive du règlement de formation. Est-ce qu'il y a des questions dessus? C'est un outil aussi indispensable. Non, donc je vous propose de passer au vote. Donc, qui est pour ce règlement de formation? Merci. Donc le point 6, on a dit qu'on reverrait plus tard. Donc le point 7, complément de la délibération, notion de porata temporis. Donc Yvan. 4, le conseil municipal avait adopté donc une politique tarifaire pour les différents tarifs de la commune.
Dans le cadre de cette politique tarifaire, il avait été décidé de faire évoluer l'essentiel des tarifs relatifs à l'occupation du domaine public à hauteur de 10%, avec les arrondis correspondants, par rapport aux tarifs en vigueur. Et ces nouveaux tarifs étaient applicables à partir du 1er mai 2024. Cependant, il paraît nécessaire de préciser qu'en cas de création de nouvelles terrasses en cours d'année, pour des activités nouvelles ou déjà existantes, le règlement de la redevance au prorata temporis calculé à la date de l'installation est possible. En revanche, dans le cas d'une reprise d'activité, ce prorata ne sera pas applicable. Donc, au vu de ces éléments, donc, il vous est proposé au Conseil municipal d'approuver l'ajout de la notion de prorata temporis au règlement des occupations du domaine public, tel que ci-dessus explicité, de dire que cet ajout sera effectif au 1er octobre 2025, d'autoriser Monsieur le maire à faire appliquer cette disposition. Merci Yvan. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Non. Donc on valide la mise en place de la notion de prorata temporiste. La personne qui arrive en cours d'année, qui demande une terrasse en cours d'année, c'est pas lui faire payer toute l'année, mais que la partie... C'est le cas et uniquement l'année de son installation. En rappelant que l'incitation à ce que les terrasses soient ouvertes le plus longtemps possible est faite par le fait qu'il y a une tarification plus inférieure quand l'occupation est pour plus de 6 mois. Donc c'est plus cher quand c'est moins de 6 mois et c'est plus cher quand c'est moins de 6 mois. Pour des tarifs qui sont de toute façon annuels. Merci Yvan. Pas d'autres interventions. Donc je vous propose de passer au vote et qui est pour inscrire cette notion de prorata temporis. Merci. Point 8, donc l'adhésion au groupement de commandes de gestion des établissements recevant du public. Et je laisse la parole à Daniel Pujos. Bonsoir tout le monde. Donc, dans le cadre des missions de service public d'intérêt général, les collectivités et les établissements publics détiennent historiquement un patrimoine immobilier plus ou moins important. Notre collectivité a environ 50 ERP publics sur les 500 qui existent sur la ville. Ces ERP doivent faire l'objet de vérifications par des entreprises agréées et des contrôles réglementaires périodiques de 3 ou 5 ans, appelés communément commission de sécurité ou groupe de visite, effectués par le service interministériel de la protection civile de la préfecture, par le service départemental d'incendie et de secours, le SDIS, et en présence de Monsieur le maire. Pour information, à ce jour, tous nos établissements publics ont un avis favorable. Et je remercie tous les services qui se sont regroupés autour de ce résultat. Ceci représente des charges financières incompressibles et importantes dans le budget pour les maintenir dans un bon état général d'accès et de sécurité. Pour cela, dans le contexte financier et économique contraint que subissent les collectivités, le Centre de gestion des Landes a proposé dès 2017 de créer un groupement de commandes sur cette thématique sous forme d'une convention permanente d'adhésion pilotée par une procédure de marché public visant à regrouper les achats de prestations de services de vérification et contrôle réglementaires périodiques et des maintenances. Conformément aux articles du Code de la commande publique, ce groupement de commandes a pour objectif de répondre aux différents besoins de ses membres dans le cadre d'une démarche territoriale cohérente et faire assurer le suivi par le service des marchés publics du CDG 40. La convention signée de cette procédure de regroupement de commandes détermine le rôle et les missions du coordonnateur du CDG 40, le rôle de chaque collectivité membre, les modalités et critères de prise en charge financière revenant à chaque personne publique membre du groupement. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il est proposé au conseil municipal d'adhérer au groupement de commandes permanent relatif aux opérations de préparation, de dévolution et d'exécution des accords-cadres intervenant dans le champ des acquisitions de prestations de services de vérification, contrôle réglementaire, périodique et de maintenance sur les établissements recevant du public pour les collectivités territoriales et autres personnes publiques du département des Landes. D'approuver les termes de la convention constitutive du groupement de commandes créé à cet effet. D'autoriser Monsieur le maire à intervenir à la signature de la convention et de toutes pièces en découlant. D'autoriser le coordinateur à prendre toutes les mesures
au nom et pour le compte des membres du groupement de commande en vue de procéder à la définition des besoins, d'établir les dossiers de consultation des entreprises et autres pièces contractuelles, de définir et réaliser les procédures de passation des accords cadres et de procéder aux analyses des candidatures et des offres. D'autoriser la commission d'appel d'offres ou de sélection des offres des marchés publics à procédure adaptée du Centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes à choisir le ou les titulaires du marché. D'autoriser le coordonnateur à procéder aux opérations de dévolution des accords cadres et notamment de notifier les rejets des offres et éventuellement de répondre aux questions des candidats rejetés. D'autoriser le coordonnateur à notifier les attributions des accords cadres et de signer les 10 accords cadres ainsi que tout acte s'y rattachant. De s'engager à exécuter avec la ou les entreprises retenues les accords cadres dont la commune est partie prenante. De s'engager à régler les sommes dues au titre des accords cadres dans la commune et est partie prenante et de les inscrire préalablement au budget. De régler les frais prévus par les articles 9 et 10 de la Convention de groupement de commande auprès du coordonnateur. Merci Daniel. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce groupement de commande? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le centre de gestion travaille pour nous, va faire tout le marché, et à la fin, quand ils auront sélectionné, c'est leur commission d'appel d'offres qui va définir. On laisse leur commission d'appel d'offres décider des entreprises qui sont retenues, et nous, on aura obligation des entreprises qui sont retenues de contracter avec elles et de payer en direct ces entreprises quand elles feront leurs prestations. Voilà, en résumé. Et c'est pour les ERP, il y a beaucoup de choses à regarder entre les incendies, l'électricité, enfin, il y a beaucoup de métiers. C'est énormément de documents qu'il faut posséder, à la fois sur le volet assurantiel, mais aussi pour pouvoir justifier du bon fonctionnement des systèmes qui sont dans les établissements recevant du public, notamment les SSI, les extincteurs, l'électricité. Tout ça doit être contrôlé et on doit pouvoir le prouver à chaque moment si par cas il y avait un sinistre ou un accident. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions ? Non, donc je vous propose d'adopter et de voter pour la signature, la convention et le centre de gestion. Merci. Point 9, donc c'est concerne le sport, une demande de subvention auprès du conseil départemental dans le cadre de l'appel à projet héritage JO 2024. Annabelle. La commune a reçu en avril dernier du Conseil départemental des Landes un appel à projet héritage Jeux olympiques paralympiques 2024 sport santé. En effet, labellisé depuis janvier 2020 Aire de Jeux 2024, le département des Landes s'est attaché à faire vivre la dynamique olympique sur son territoire à travers un plan d'action ambitieux portant principalement sur 3 axes, l'inclusion, la durabilité et l'excellence. Fort de cette dynamique et du positionnement du département pour le développement du sport, il est envisagé pour 2025 de poursuivre le plan d'action afin de constituer un réel héritage pour un sport inclusif, durable et d'excellence. Conscient de l'enjeu de santé publique du sport et dans la perspective d'inciter davantage au mouvement et à l'activité physique, l'Assemblée départementale réunie le 11 avril 2025 a ainsi approuvé la mise en place d'un appel à projet héritage Jeux olympiques 2024 sport santé à destination des communes et de leurs groupements. Visant à améliorer durablement la santé et le bien-être des habitants, cet appel à projet vise à soutenir les initiatives locales permettant de sensibiliser au risque de la sédentarité et de proposer une offre d'activités régulières et adaptée pour des publics éloignés de la pratique physique. La commune a donc déposé un dossier en ce sens le 1er août 2025. Ce dossier doit être complété par une délibération qui vous est proposée ce soir. Lutter contre l'accroissement de la sédentarité, l'inactivité physique et l'ensemble des pathologies chroniques qui y sont associées est un enjeu de santé publique. Ainsi,
Le développement de l'activité physique constitue, depuis les années 2000, l'un des axes majeurs de plusieurs plans nationaux de santé publique. C'est donc naturellement que la collectivité a décidé de structurer sa politique sportive en élaborant un projet sport-santé bien-être permettant à la fois de valoriser les nombreuses actions menées sur le territoire, de déterminer les axes de son développement et de mettre en exergue les liens entre le sport et la santé. Améliorer l'état de santé de la population en favorisant l'activité physique et sportive de chacun au quotidien, avec ou sans pathologie, à tous les moments de la vie, est un axe majeur du sport santé. Une prise de conscience collective de l'importance de l'activité physique pour la santé, les enjeux de santé publique nationaux, ainsi qu'une volonté politique locale, tant à l'échelle communale qu'intercommunale, font de ce projet une priorité forte, avec pour ambition de mettre et remettre les citoyens en mouvement sur l'ensemble du territoire. Forte de son label Terre de Jeux 2024 et d'actions qui ont pu en découler, la commune de Mimizan a donc fait le choix de poursuivre son projet Sport Santé Bien-être auprès des différents publics, en ciblant plus particulièrement les jeunes ainsi que le public féminin. La journée olympique intercommunale de 2024 a permis de toucher l'ensemble des enfants des écoles élémentaires du territoire, le but étant de pouvoir étendre ce projet à l'échelle intercommunale. Mimizan, comme les communes avoisinantes, font le constat d'une baisse de pratique d'activité physique, notamment chez les jeunes publics. Nous relevons également des écarts de pratique chez les enfants en école élémentaire, des difficultés dans les gestes simples de l'activité physique que sont le courir, sauter et lancer. Les personnes en situation de handicap ainsi que les personnes en recherche d'emploi sont aussi éloignées de la pratique d'activité physique. Enfin, les femmes pratiquent moins d'activité physique que les hommes et il y a plusieurs raisons à cela qui sont à la fois sociales, culturelles et parfois physiologiques. Face à l'ensemble des besoins identifiés sur le territoire de Mimizan et ses alentours, c'est en toute logique que le projet Sport Santé Bien-être, validé en octobre 2023, s'inscrit dans l'appel à projet Héritage Jeux Olympiques 2024 du département. Le montant de la subvention sollicitée auprès du Conseil départemental des Landes est de 19 000 euros répartis sur 3 années, 10 000 euros en 2025, 6 000 en 2026 et 3 000 euros en 2027. Au vu de ces éléments, il est proposé au conseil municipal de solliciter une subvention de 19 000 euros auprès du conseil départemental des Landes au titre de l'appel à projet Héritage Jeux Olympiques Paralympiques 2024 Sport Santé, d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document relatif à ce dossier. Merci. Alors, je vais rajouter une petite précision qui s'impose. En fait, on a déposé au mois d'août, on délibère là aujourd'hui, mais le département a déjà décidé de nous octroyer la subvention. On l'en remercie. Et on peut le remercier. Et je crois qu'on est 2 collectivités à... Alors, Xavier pourra nous donner plus d'informations, mais il y a deux collectivités qui bénéficient de subventions. C'est Mimizan et Tarnos, qui ont déposé des dossiers qui ont été recevables. Voilà. Donc, 19 000 euros, ce n'est pas rien sur 3 ans pour pouvoir mener des actions sur le sport santé. Oui, non, mais je n'ai rien à rajouter de plus. C'est ce que tu as très bien expliqué, hein, et ainsi que Nabel. Donc, c'était l'héritage des Jeux Olympiques. Enfin, au moins dans les Landes, on essaye de le mettre en œuvre. On ne peut pas dire qu'au niveau national, ça soit sur le même niveau, hein, parce que vous avez vu que le budget du sport a été quand même largement attaqué. Donc nous, on poursuit parce que on est, vous l'avez souvent entendu dire, mais ça demeure, donc c'est tant mieux, c'est qu'on est un des 2 plus importants départements sportifs de France. C'est-à-dire, comment ça se mesure, hein, c'est au nombre de licenciés par habitant. Donc, au-delà de ce chiffre qui est toujours valorisant, c'est surtout... il faut surtout pointer du doigt ce qui est à améliorer surtout en la matière. Et là où on n'est quand même pas très fort globalement dans les Landes, c'est sur le sport féminin. Et donc il y a besoin que l'on progresse en la matière quand on regarde le nombre de licenciées féminines, toutes disciplines confondues. On a des marges de progression importantes. De la même façon, il y avait eu des initiatives en matière de sport santé qui avaient été prises
Mais sur le club omnisport du Stade Montois, depuis déjà plusieurs années, que le département accompagne depuis longtemps. Et c'est vrai que dans le cadre de l'héritage des Jeux Olympiques, ce qu'on a voulu mettre en œuvre comme politique, c'est ça, c'est essayer à la fois de valoriser le sport féminin majoritairement et le sport santé. Et donc il y a un certain nombre de collectivités qui ont répondu à l'appel à projet qu'a présenté Annabelle. Et il y a 2 dossiers simplement qui ont été retenus, hein. Il n'y a pas eu non plus 25 000 dossiers qui ont été déposés, hein. Donc, mais il y a 2 simplement collectivités qui ont été retenues. C'est celle, comme l'a expliqué Frédéric Pomarès, c'est Tarnos et Mimizan. Donc ça veut dire que le dossier était de qualité. Voilà. Moi, quand on est lauréat, donc ça veut dire que le dossier répondait aux attentes. Et donc, ce qui permet l'accompagnement financier qu'on peut apporter sur les 3 années qui viennent. Voilà. Mais c'est sûr qu'il faut, au-delà du dossier, il va falloir structurer, je pense, un certain nombre d'actions pour mettre en œuvre réellement cette politique d'héritage Jeux Olympiques. Et le projet ne va pas concerner que Mimizan, mais va s'étendre, on va essayer de l'étendre sur le territoire aussi, hein. Annabelle, c'est ça. On avait commencé par donc lancer cette fameuse journée olympique sur l'échelle intercommunale. Comme ça a été un grand succès, on va continuer dans ce sens-là, puisque on est tous les infrastructures déjà sont la plupart à Mimizan, donc il y a beaucoup de jeunes de la communauté de communes qui sont sur les terrains de Mimizan, donc c'est en toute logique qu'on va étendre ce dispositif au niveau de la commune. Alors, de l'intercommunalité. Christine est en train de me souffler que le 10 octobre, il y a la 2e journée intercommunale des enfants, donc à l'école. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des informations? Non. Donc, je vous propose de passer au vote et de solliciter la subvention du département qui nous est déjà attribuée. C'est un peu particulier, mais voilà. Merci. Bon, on va passer à la culture avec Michel Perrier sur la gratuité du Parnasse avec une précision. Oui, alors avant de parler précision, pour rebondir sur ce qu'a présenté Annabelle, je vous rappelle que samedi, je vais faire mon petit point, ma petite info. Samedi matin, donc c'est Octobre Rose, donc il y a essentiellement des femmes qui viennent participer. La plupart des dernières éditions, c'était ça. Donc messieurs, n'hésitez pas à venir, on vous fournira des t-shirts roses s'il faut. Voilà, donc pour la foulée, pour la marche, donc voilà, c'est une belle cause pour la prévention et notamment cette année, c'est une nouveauté, il y aura des dépistages, voilà, qui seront faits aux arènes par des professionnels de santé, bien sûr. Donc, pour revenir au Parnasse, donc le 9 avril 2024, le conseil municipal délibéré sur la politique tarifaire de la commune. Il décidait alors d'accorder 1 fois par an pour toutes les associations de la commune la gratuité pour l'occupation sur une journée d'une salle du Forum ou du Parnasse. Il convient aujourd'hui de préciser que la gratuité pour l'occupation du Parnasse concerne la mise à disposition du bâtiment ainsi que la mise à disposition du personnel de sécurité et technique nécessaire à l'événement. Il est proposé par ailleurs de maintenir la mise à disposition gratuite du Parnasse, bâtiment plus personnel de sécurité et technique, pour les établissements scolaires de Mimizan, les écoles publiques, l'IMEP, le collège, et pour l'école de musique intercommunale dans le cadre de la réalisation de projets artistiques et culturels tels que délibérés le 17 décembre 2014. D'autres gratuités pourraient également être autorisées dans le cadre de projets éducatifs et culturels. Les exemples passés sont la Ligue de l'enseignement ou de projets caritatifs et culturels. Exemple passé, le SIDAction, le Téléthon. Au vu de ces éléments, il est proposé au conseil municipal de compléter la délibération du 9 avril 2024 en précisant que la gratuité accordée 1 fois par an pour toutes les associations de la commune pour l'occupation sur une journée du Parnasse concerne la mise à disposition du bâtiment
ainsi que la mise à disposition du personnel de sécurité et technique nécessaire à l'événement. De maintenir la mise à disposition gratuite du Parnasse, le bâtiment plus les personnels de sécurité et technique pour les établissements scolaires de Mimizan, les écoles publiques, l'immeuble, le collège, et pour l'école de musique intercommunale dans le cadre de la réalisation de projets artistiques et culturels. Et d'autoriser Monsieur le maire à accorder d'autres gratuités dans le cadre de projets éducatifs et culturels ou de projets caritatifs et culturels. Les demandes seront étudiées au cas par cas. Donc en fait, il y avait plusieurs délibérations qui se chevauchaient et ça devenait un peu nébuleux. Donc là, tout est repris en précisant, donc c'est une fois par an pour chaque association, la mise à disposition de la salle et du personnel. Voilà. Donc c'est plus clair pour tout le monde, pour les techniciens aussi qui doivent répondre aux demandes, parce qu'il faut savoir que nos salles sont très demandées de plus en plus, donc il faut bien en mettre quelques règles. Voilà. Sauf que en 2025, en 2026 plutôt, le Parnasse va être un peu plus compliqué les premiers mois. Des questions? Cette modification, cette précision? Non? Moi, je vous propose d'adopter cette précision sur la délibération. Merci. Point 11 de l'agenda 21, dans la charte des jardins communaux. Sophie Weber. Oui, merci. La commune de Mimizan compte actuellement 63 jardins communaux répartis sur 5 parcelles de manière équilibrée sur l'ensemble de la commune. Ces jardins sont de véritables espaces nourriciers destinés au jardinage et aussi des lieux de biodiversité, de renforcement du lien social entre les habitants. Dans une logique de gestion partagée et durable de ces jardins, il est proposé aujourd'hui au conseil municipal de valider une charte de ces jardins familiaux. Celle-ci vise à encadrer l'usage collectif de ces espaces. Il est important de souligner que cette charte a été élaborée dans le cadre d'ateliers participatifs, notamment avec les usagers actuels des jardins, au titre de l'agenda 21 communal. Ce travail s'inscrit pleinement dans l'action 3 de l'axe 2, alimentation saine et durable, visant à développer les espaces nourriciers accessibles aux habitants. Par ailleurs, la charte intègre les principes de gestion durable déjà portés par la commune, notamment le respect des engagements zéro phyto, la promotion du compostage en lien avec le CIVOM et encourager les pratiques respectueuses de l'environnement comme l'utilisation d'engrais naturels et aussi, par exemple, l'usage raisonné de l'eau, etc. Cette délibération a donc pour objet de valider officiellement cette charte qui accompagnera désormais chaque attribution de jardin communal. Le règlement correspondant a été joint à la présente délibération. Au vu de ces éléments, il est proposé au conseil municipal d'adopter la charte des jardins communaux telle qu'annexée au présent rapport et d'autoriser Monsieur le maire à signer la charte et en assurer l'application. Juste avant de voter, je voudrais juste préciser, j'en profite pour préciser donc qu'il y a encore beaucoup de jardins disponibles. Donc voilà, n'hésitez pas à vous manifester auprès de Clara qui s'occupe de l'agenda 21 ou directement à la mairie. Et c'est avec plaisir que vous pourrez profiter de ces espaces. Merci Sophie. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur cette charte? Oui, David. Oui, moi, en fait, c'est pas une question. Je voulais juste rajouter que cette charte va nous permettre de redynamiser ces lieux qui sont très importants et continuer un travail qu'on a déjà entamé sur l'harmonisation de ces jardins avec une possible participation de la commune pour qu'on ait des lieux agréables, harmonisés, avec des clôtures qui soient pour tout le monde pareil, peut-être des abris de jardin qui soient pour tout le monde pareil, et essayer d'aller vers ce qui s'est fait pas très loin d'ici, par exemple à La Boueyre, où on retrouve des jardins communaux qui sont gérés bien sûr par la commune, mais harmonisés et où ça devient quand même des lieux très sympathiques et conviviaux et qui permettent aussi de créer des liens entre les gens qui sont sur ces jardins-là.
Oui, juste, tu as raison de préciser, les services environnement ont été associés dès le départ avec les services techniques aussi, mais surtout le service environnement, ils ont participé à tous les ateliers avec nous pour justement cadrer et apporter aussi des solutions aux usagers. Merci. Des questions sur cette charte? Non. Donc je vous propose de passer au vote qui est pour adopter cette charte. Merci. Administration générale, rachat de serveurs informatiques. Voilà encore dédié. Donc la commune donc, est propriétaire de serveurs informatiques. Et dans le cadre d'une modification, notamment de l'application qu'on a en comptabilité, qui est maintenant externalisée et qui est plus sur un serveur propre à la commune, qui est externalisé via les services de l'ALPI. Nous avons un serveur qui a une valeur et dont une société est intéressée pour l'acheter. On n'en a plus d'utilité. Donc, ce qui vous est proposé pour pouvoir vendre ce serveur, il faut le désaffecter du service public et après le céder, et on propose de le céder à hauteur de 750 € TTC à la société CJC Service située à Delaroche à Vaux-sur-Mer dans Charente-Maritime. Donc en fait, c'est une personne qui travaillait pour la collectivité, qui faisait l'entretien de tout ce matériel avec le service informatique, qui est intéressé par reprendre ce matériel qui ne nous sert plus. Voilà. Et un serveur, c'est pas un ordinateur ordinaire, donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non. Donc, je vous propose de prendre acte de désaffecter et puis de vendre, de céder ce serveur au prix de 750 €. Donc, bien sûr, on avait les services informatiques, c'est eux qui nous l'ont proposé. Très bien. Merci. Donc, point 13, la délégation de service public camping. Donc, le rapport du délégataire. Donc, vous avez été destinataire du rapport, là, qui fait 32 pages. Donc, je ne vais pas faire une lecture exhaustive du rapport. Prendre quelques points et après, on pourra échanger si vous voulez. Donc, juste pour rappeler quelques dates et faits importants. Donc, la délégation, donc, elle a été réalisée en octobre 2026 et elle doit se finir en 2034. Donc, 18 ans. On a les 16. Oui, 16. 2016 et 2034. Qu'est-ce que j'ai dit? 2016 et 2034, pardon. 18 ans. Enfin, j'ai juste là, oui. Donc, le classement des campings, donc c'est un 4 étoiles pour la plage, il y a 617 emplacements, et c'est un classement 3 étoiles pour le lac pour 459 habitants. Remplacement. Je suis fatigué. La journée était dure. 2024, donc c'est la première année qui a été vraiment opérée par Ciblou. Donc je vous rappelle, Ciblou avait repris la gestion du camping. Donc en 2023, en cours de 2023, donc ils n'avaient pas pu trop préparer 2023 et 2024, c'était vraiment leur première année. Donc dans le rapport, donc ils nous font part de leurs difficultés qu'ils ont eues en 2024, notamment, c'était une année compliquée avec l'inflation, c'était une année d'élection et une météo un peu compliquée. Ils nous font part aussi de leurs difficultés pour le recrutement et surtout l'hébergement des saisonniers parce qu'ils n'arrivent pas à recruter localement. Donc ils essayent de recruter localement, mais ils ont quelques difficultés et après ils doivent mettre en place des hébergements pour leurs saisonniers. Donc l'effectif là, qui est important, donc il y a 6 permanents à la plage et 1 permanent au lac et 61 saisonniers. Donc, ce qui représente quand même 68 personnes. Et quand on regarde le rapport, à ces 68 personnes, il y a aussi 32 personnes qui sont là pour les services extérieurs. Donc il y a la restauration, il y a l'espace bien-être à la plage notamment. Donc tout ça fait qu'il y a une centaine de personnes qui travaillent sur
sur les deux campings. La difficulté donc, qu'ils ont pour les saisonniers, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'ils ils doivent loger et y mettre 43 hébergements de loisirs et 6 emplacements nus pour leurs saisonniers. Dans la DSP, initialement, il y avait 15 emplacements nus au lac qui étaient dédiés à la collectivité. Et quand ils ont repris le camping, donc en 2013, on avait négocié avec eux pour qu'ils puissent nous mettre à disposition 10 hébergements supplémentaires à la plage, donc avec un prix préférentiel. Et donc, il y a une vingtaine de personnes chaque année, donc avec une convention entre le camping et directement les commerçants pour héberger leurs saisonniers. Donc ça, c'est en plus qui n'était pas prévu dans la convention. Ce qu'on peut voir, les difficultés, parce qu'il y a des notes aussi sur les campings. Donc sur la plage, les difficultés, ils ont sur la restauration. Donc là, c'est des prestataires extérieurs. Et on peut voir qu'ils ont eu quelques remarques dessus. Sur l'entretien des espaces verts, notamment. Et sur le lac, il y a des demandes sur les rénovations des sanitaires. Donc tout ça, c'est pris en compte. Et en tout cas, les rénovations dans leur plan d'investissement futur. Ce qu'on peut remarquer, c'est le nombre de nuitées qui est en véritable augmentation ces 2 dernières années. Et donc sur la dernière année, entre 2023 et 2024, il y a plus de 17% d'augmentation sur la plage et 14% sur le lac. Donc là, on a affaire à une société qui est vraiment dynamique et qui est reconnue au plan national et qui a un fort pouvoir d'attractivité, on va dire. En tout cas, c'est Mimizan qui est attractif, mais eux, ils font venir les gens sur leur camping. On peut voir que sur les gens qui viennent, les touristes qui viennent sur Mimizan, en tout cas sur les 2 campings, c'est plus de 85% sont des touristes français. 5% d'Allemands, un peu plus de 5%, et après viennent les Pays-Bas, l'Espagne. Mais si on regarde les 2 dernières années, on voit une baisse de la fréquentation des étrangers. Alors c'est 1-2%, donc ce serait intéressant de voir si ça se poursuit ou si c'est 1 ou 2%. Un chiffre d'affaires qui est aussi en augmentation vu la progression des nuitées et des tarifs aussi. Parce qu'il n'y a pas que les nuitées, il y a les tarifs qui augmentent chaque année. Donc ils ont un chiffre d'affaires de plus de 3 319 000 euros à la plage et 701 000 sur le lac. Et qu'est-ce que j'avais noté? Oui, que les résidents, parce qu'il y a des résidents qui louent leur emplacement au camping de la plage. Et si vous avez pu voir les tarifs, c'est suivant le terrain et la période, s'ils sont là depuis longtemps ou pas, il y a des tarifs. Donc ça va de 6 291 euros à plus de 8 401 euros l'emplacement à l'année. Les redevances pour la commune. Donc c'est 401 711 euros en 2024. Et aussi, ils prennent en compte le remboursement du prêt de 140 968 euros. Alors, ce qui est notable aussi par rapport au partenariat qu'on peut avoir avec le camping, donc c'est la participation du camping à la navette estivale qu'on avait aussi négociée, qu'ils avaient repris. Donc, ils participent à 15 000 euros, à hauteur de 15 000 euros pour la navette. Après, ils subventionnent, ils aident le rugby, le national de pétanque. Et bien sûr, ils mettent à disposition les infrastructures au niveau du lac pour le triathlon. Et ils ont mis en 2024 à disposition le camping du lac pour le raid des pompiers. Voilà, ce qui ressort du rapport. Et comme je l'ai dit, les travaux, parce que ça c'est important aussi que des travaux soient réalisés au niveau du camping. Donc ils ont réalisé en 2024 996 000 euros de travaux. Donc avec une grosse partie quand même qui concerne le renouvellement des mobil-homes, des résidences. Et il y a un budget de 900 000 euros qui est prévu en 2025. Mais on voit qu'ils investissent et
et notamment sur les réseaux, parce que dans le changement des mobil-homes, ce camping joue le jeu et respecte le règlement du service des eaux avec la mise en place des bacs à graisse. Et ils l'ont chiffré, je crois, 1 million d'euros, les travaux, ce qui n'est pas rien pour le camping. Donc, ils font les travaux qui étaient prévus dans la délégation, dans le cahier des charges. Voilà rapidement, résumer les 32 pages. Ce que je peux rajouter aussi, c'est que ça nous est arrivé d'avoir des cas très, très compliqués à gérer pour loger des personnes de façon urgente, où on avait nos logements d'urgence et extrême urgence occupés, et ils nous ont dépanné sur plusieurs fois pour loger des personnes en difficulté. Donc là aussi, il faut le souligner. Et dernièrement, puisqu'on a parlé des ERP, donc en septembre, on a visité les campings Marina, donc là, du Marina et plus le camping de la plage. Ou pour le camping de la plage, on a eu un avis favorable pour l'ORP qui a été donné. Oui, tu veux intervenir, Daniel? Complément à Monsieur le maire, on a fait aussi des exercices d'évacuation pratiquement en réel sur le camping de la plage. Ils ont joué le jeu sur les OLD. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils ont débroussaillé sur les 50 mètres qui leur étaient demandés. Et ils se sont conformés aux règles de sécurité pour arriver à un avis favorable du camping qui a été recevable donc dernièrement. Voilà. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions par rapport au rapport que vous avez tous lu? Moi, j'ai été surpris par le nombre de nuitées qui a vraiment, sur les 2 dernières années, vraiment augmenté. Hein. Si on prend rien que 2022, 88 000 nuitées, on est passé à 121 000 nuitées. Et avec le précédent gestionnaire, on n'était qu'à 78 000, hein, si je prends 2018, une année pleine. Hein. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous propose de prendre acte de cette présentation. Oui. Très bien, parfait. J'ai perdu les feuilles. Les plus. Voilà, le mandat spécial. Donc, comme chaque année, donc il y a le congrès des maires. Donc, pour l'instant, il n'y a que Sophie Weber qui a fait part de son désir d'aller au congrès des maires. Je ne sais pas si dans l'opposition, personne. Ok. Donc, c'est comme chaque année, on doit délibérer pour les frais. Alors, je précise, les frais, c'est que le transport et l'hôtellerie. Le reste, on se le paye. Et j'avais juste... parce que je vais le dire, parce que j'ai regardé quand même ce qui se passait, ce qu'on avait... parce que ça défrait la chronique actuellement, les frais de représentation. Hein. Depuis 2020, les frais de représentation du maire demi-misant, donc depuis les 6 ans, c'est 168 €. Et sur les 168 €, c'est un repas avec 9 personnes qui m'ont accompagné pour voir Madame la préfète qu'on avait reçue juste après les élections, pour faire un peu le point sur les dossiers de Mimizan. On était 9 et on a mangé pour 168 €. Donc je vous laisse le calcul des dépenses en représentation du maire. Voilà, sur les 6 années. Donc on repasse au niveau du congrès des maires. Donc est-ce que vous avez des questions ou des interventions dessus? Et donc il faut prendre la délibération, donc de prendre en charge les frais de transport et d'hôtellerie. Vous êtes d'accord? Merci. Et là, nous avons fini. C'était le dernier point. Donc je vous remercie.
Donc 1 heure de conseil, c'est très bien. Merci, bonne soirée.